projecteur sur l'Afrique qui bouge à travers les innovations et les expériences qui font bouger les lignes. Aujourd'hui, pour la première édition de cette nouvelle saison, nous regardons en face avec notre invité et nos correspondants les phénomènes de corruption qui entachent le secteur public. Mais tout de suite, voici le sommaire de votre magazine. C'est une Africaine qui scrute les risques de détournement des fonds publics en Afrique et elle est bien placée pour savoir de quoi elle parle. Monica Kiria est une avocate ougandaise spécialiste de la corruption, particulièrement dans le secteur de la santé. Elle a été avocate principale de la commission dédiée à la corruption du secteur public de son pays au début des années 2000 et en a fait une thèse de doctorat puis la vocation de sa vie. Elle est notre invitée du jour. Si l'on prend l'indice de perception de la corruption comme exemple, les pays africains sont assez dispersés dans cet indice et certains pays ne sont en fait pas si corrompus que cela. Est-ce la réponse béninoise à l'afrobeat du Nigeria? L'afro-chink, musique urbaine nationale, est en plein essor grâce au chanteur Rabislo. Il a encore épicé, il a mis d'autres ingrédients pour le mettre à la disposition du public international. Cap sur le secteur de la santé du Cameroun qui a montré une vulnérabilité éthique lors du détournement de fonds dédiés à la pandémie Covid. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière compte tenu de cette pandémie. C'est à la fois le retour d'un enfant prodigue au pays et la naissance d'un nouveau style musical. Le chanteur, auteur et compositeur Rabislo a connu très jeune un succès fulgurant avant de s'exiler pendant 20 ans aux États-Unis. Mais le voilà de retour au Bénin avec une nouvelle ambition, imposer au monde une véritable musique urbaine nationale. C'est l'afro-chink qui doit autant à la musique traditionnelle qu'à des rythmes plus modernes. Notre correspondant à Cotonou, Didier Assogba, a rencontré l'artiste et sa musique. Regardez. Rabislo, de son vrai nom, Wilfried Onwanu, est l'un des acteurs de la modernisation de la musique traditionnelle béninoise, le Tchengoumé. L'artiste, qui a passé près de 20 ans aux États-Unis, a développé un nouveau concept musical, l'afro-chink. Un savant mélange de musique traditionnelle béninoise et de musique moderne. Dès son enfance, Rabi a été immergé dans la musique. Je n'ai pas décidé, je me suis retrouvé dans la musique. Ma grand-mère maternelle était une fétiche qui enseigne le chant aux jeunes initiés, les jeunes au couvent. Je rêve en couleur. Allô, allô. Je fais partie des gens qui ont commencé ce qu'on appelle l'afro en Afrique. Mais j'ai pensé que je peux toujours recréer l'histoire. C'est-à-dire que les gens ne vont pas croire au début comme ils ont toujours fait. Mais l'objectif est clair, c'est de faire une musique identitaire pour le Bénin, qu'il veuille ou non, tant qu'on a le souffle. Pour définir l'afro-chink est le tchengoumé, musique traditionnelle du Bénin tchengoumé, qui est mélangé avec le jazz, le blues et l'R&B. Le tchengoumé est un rythme typiquement béninois joué encore aujourd'hui dans tout le pays lors des réunions traditionnelles. L'origine du rythme tchingoumine vient de Savalou, dans les 41 collines au Bénin. Nos aïeux jouaient ce rythme lors des cérémonies funéraires, les mariages et les baptêmes traditionnels. Pour réaliser le tchingoumine, il faut le gotha, des calebasses, des bâtons, un seau et l'eau. Le premier grand artiste connu est Adissor, avant que Alopcon ne vienne le rendre populaire. Tohon Stan est le premier à moderniser le tchingoumine avec le concept Chink System. Il a d'ailleurs connu quelques succès sur le plan international. Aujourd'hui, c'est Rabislo. Ce qu'il fait, on doit l'encourager. Pour faire de l'afro-chink la musique identitaire du Bénin, le gouvernement béninois a mis en place un comité d'experts composé d'artistes, d'arrangeurs et d'ingénieurs de son. Les travaux sont en cours et le ministère de la Culture
ne souhaite pas en dire plus. Un des membres du comité est cependant persuadé que l'assistance du gouvernement sera déterminante pour l'avenir de l'Afro-Tchèque. L'Afro-Tchèque, c'est la nouvelle expression du Tchèque System, initiée par Stan Toron et portée par Abislo. Et pour moi, c'est le futur de la musique béninoise. Si le Tchèque a pu conquérir le plan international, c'est vrai qu'il y a eu un problème entre-temps de promotion du Tchèque qui n'a pas eu véritablement un suivi, mais c'était quand même une musique adoptée sur le plan international. Donc c'est pourquoi Abislo, je pense que il a vu juste, on parle de volonté politique. C'est le ministre de la Culture, donc je dis c'est le gouvernement qui décide que l'Afro-Tchèque sera la musique identitaire du Bénin. Et il faudra travailler dans ce sens, parce que de toute façon, le Bénin c'est un gisement sonore, nous avons tellement de rythmes, tellement de musique, mais il faudra quand même se concentrer sur une musique et commencer déjà à réussir cette musique-là et réussir à l'exporter, et puis après on verra. Une chose est sûre, cette identité musicale peaufinée par Abislo après ses années d'études musicales à New York fait de plus en plus d'adeptes parmi les artistes béninois. Je suis arrivé au résultat que le Tchégoumé, c'est une musique qui est exportable. Le Tchégoumé comme le Goumbé, c'est des musiques qui sont sur par exemple 4-4, 1, 2, 3, 4 et qui sont faciles à danser. C'est ça et qui a donné plus mon penchant à aller vers l'Afro-Tchèque lorsque cela est arrivé. Ici, à Cotonou, Rabislo fait l'actualité musicale béninoise. Depuis son retour au pays, il se ressource et travaille avec son équipe pour offrir un nouvel album pimenté d'Afro-Tchèque à ses fans. C'est une bonne musique. C'est une musique qui est inspirée du Tchégoumé depuis le début d'ailleurs. Et aujourd'hui, maintenant, il a encore épicé, il a mis d'autres ingrédients pour le mettre à la disposition du public international. Oui, l'Afro-Tchèque pourra s'imposer sur le plan international si on fait sa promotion de façon méthodique. L'Afro-Tchèque music, beaucoup voient le rythme, mais ce n'est pas que le rythme. Bon, pour appuyer le rythme, pour mettre le rythme en valeur, il faut de la chorégraphie. C'est également une tenue vestimentaire. C'est un look, l'Afro-Tchèque music. Donc c'est tout cet ensemble-là qui donne cette identité musicale, culturelle, nouvelle de notre beau Bénin. De l'avis de tous ici, cet succès assuré pour lui est le début d'une belle aventure pour le renouveau de l'industrie culturelle du Bénin et de son identité. Et c'est le moment de retrouver notre invitée Monica Kiria, cette avocate ougandaise, conseillère dans un institut de recherche norvégien, sait analyser la corruption avec détachement et précision. Une expertise très utile pour comprendre les rouages qui peuvent amener à la dilapidation de fonds publics, mais aussi trouver les bonnes solutions pour remédier aux abus les plus fréquents. Du détournement de certains fonds Covid au défi de l'aide au développement, elle a confié son analyse et ses espoirs à Laurence Sustras. Monica Kiria, bonjour et bienvenue à Initiative Africa. Vous êtes une avocate ougandaise spécialisée dans la lutte contre la corruption. Tout d'abord, quelles sont les spécificités de la corruption en Afrique aujourd'hui? Est-elle si différente finalement de ce qu'elle est partout ailleurs? Oui et non. Je dirais qu'il faut tout d'abord garder à l'esprit que tous les pays africains ne sont pas identiques et que les niveaux de corruption diffèrent d'un pays à l'autre. Si l'on prend l'indice de perception de la corruption comme exemple, les pays africains sont assez dispersés dans cet indice et certains pays ne sont en fait pas si corrompus que cela. Certains pays comme le Botswana, le Rwanda et l'île Maurice obtiennent d'assez bons résultats dans l'indice de perception de la corruption, tandis que d'autres sont très très mauvais. Je pense que les pays les moins bien classés se trouvent en Afrique. Je pense donc que la différence entre l'Afrique et les autres pays du monde réside dans la manière dont la corruption est profondément ancrée dans la société, à quel point elle est socialement ancrée, acceptée, comment elle semble inévitable, à quel point elle fait partie de la politique et de l'économie, et à quel point elle est presque essentielle au fonctionnement du pays.
Je pense que c'est la différence avec l'Afrique. Vous vous êtes spécialisé dans le secteur de la santé. De nombreux fonds Covid ont été confrontés à des problèmes de corruption. Comment cela a-t-il pu se produire, selon vous? Il faut se rappeler que les pays africains ont reçu en très peu de temps des millions de dollars d'aide au développement pour leur réponse au Covid. Millions of dollars in development assistance for their COVID response. Ce qui était important et nécessaire. Mais ces mêmes pays disposaient déjà de systèmes anticorruption faibles et, dans de nombreux cas, de mécanismes de contrôle qui ne fonctionnaient pas très bien. Dans ce cas, lorsque beaucoup d'argent arrive dans une situation où la gestion des finances publiques est faible et peu développée, la corruption est presque inévitable. Il faut aussi penser au confinement et au fait que les gens travaillaient à domicile, ce qui rendait les choses beaucoup plus difficiles et empêchait les procédures de contrôle normales de fonctionner. La participation de la société civile était quasiment inexistante, surtout lorsqu'il n'y avait pas de bonne connexion Internet ou que l'information publique et les services gouvernementaux n'étaient pas suffisamment numérisés pour que les gens puissent suivre ce qui se passait en ligne et numériquement. D'une certaine manière, les conditions étaient donc réunies pour que toute une partie de l'argent destiné à la Covid soit perdue. Quelles sont les solutions potentielles selon vous ? Et comment pouvons-nous réduire ce phénomène à l'avenir? Ce n'est évidemment pas une question facile car nous n'avons pas beaucoup de preuves ou de bons exemples d'efforts et de réformes réussis en matière de lutte contre la corruption. Mais nous en avons quelques-uns et nous savons qu'il est important de continuer à renforcer la transparence, de continuer à renforcer les mécanismes de responsabilité et de poursuivre avec l'implication du public. En ce qui concerne cet aspect, c'est un domaine dans lequel l'Afrique et de nombreux gouvernements africains semblent échouer parce que l'espace de la société civile se rétrécit. De plus en plus d'ONG et d'organisations de la société civile éprouvent des difficultés à faire le travail parce qu'elles ont pour mission précisément de contrôler le pouvoir du gouvernement. Et si elles sont considérées comme critiques à l'égard de personnes très puissantes, leurs activités sont souvent réduites et leur travail est rendu incroyablement difficile et leurs licences peuvent être révoquées, ce qui les empêche de faire leur travail. Malgré tous ces défis, je pense qu'il est très important de continuer à faire ce que nous faisons, de continuer à soutenir les institutions supérieures de contrôle des finances publiques. Nombre d'entre elles font déjà du bon travail en signalant les faiblesses de la gestion des finances publiques. Elles font déjà un bon travail d'audit du secteur public et montrent où les choses ont mal tourné. Le seul problème est que leurs conclusions ne sont généralement pas suivies des faits. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un engagement à aller jusqu'au bout. Nous devons également continuer à soutenir ceux qui font du bon travail et qui s'engagent à respecter les règles. Qu'en est-il des fonds de développement? Les institutions financières devraient-elles être davantage sensibilisées car il y a eu beaucoup d'améliorations au cours de la dernière décennie avec beaucoup plus d'investigations sur la destination de l'argent. En font-elles assez ou devraient-elles en faire plus? Je pense qu'il est toujours possible de faire plus et de faire mieux ce que l'on fait. Vous avez donc raison de dire que les institutions de financement du développement et les agences bilatérales de développement ont fait beaucoup pour protéger le financement du développement de la corruption et pour récupérer les fonds perdus à cause de la corruption. Elles ont mis en place de solides mécanismes de signalement et des systèmes d'alerte afin que les personnes qui découvrent des actes répréhensibles puissent les signaler. Mais je pense qu'ils pourraient peut-être faire mieux. Ils pourraient rendre plus publiques les informations sur les modalités de signalement. Ils pourraient également faciliter le signalement, en particulier pour les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur ou à un téléphone portable. Car nous constatons que beaucoup de ces systèmes de signalement reposent sur des plateformes Internet. Ils s'appuient également sur des lignes téléphoniques gratuites. Mais les personnes touchées par la corruption n'ont pas toujours accès à ce type de canaux de signalement.
Il est évident qu'en raison de l'impossibilité pour les institutions financières et les agences bilatérales de développement d'appliquer la loi dans les différents pays où elles fournissent de l'aide, elles ont des limites en termes de sanctions à l'encontre de ceux qui détournent ou volent des fonds de développement. Mais je pense que la façon dont elles enquêtent, les mesures qu'elles prennent en termes de résiliation de contrats et de responsabilisation des personnes par le biais de licenciements et d'actions disciplinaires sont toujours d'actualité et montrent qu'elles ont une position ferme contre la corruption. Bienvenue pour la deuxième partie de notre émission. Dans quelques instants, nous allons retrouver notre invitée, l'avocate anti-corruption Monica Kiria. Mais tout de suite, je vous emmène au Cameroun, où s'est posée sérieusement la question des fonds dévolus à la pandémie Covid-19. Au printemps, un rapport de la Chambre des comptes de la Cour suprême portant sur l'année 2020 a confirmé que seulement 4 administrations sur plus de 20 départements ministériels pouvaient justifier l'utilisation d'une enveloppe de 76 milliards de francs CFA. Écoutez ce qu'en disaient les Camerounais au moment du scandale. Réseaux sociaux qui s'enflamment, la presse nationale qui trouve un sujet passionnant et qui fait vendre la fête du scandale financier présumé autour de la gestion des fonds du Covid-19 au Cameroun, baptisé Covidgate, agite l'opinion et divise même les populations qui, pour certaines, demandent des sanctions pour des coupables. Il n'y a pas de fumée sans feu, monsieur le journaliste, je vous coupe. Il n'y a pas pourquoi on ne m'accuse pas moi ou vous-même. Je pense que cet argent est venu pour un besoin nécessaire au profit de la population entière, compte tenu de cette pandémie. Vous ne pouvez pas confondre l'argent qui est destiné à sauver des vies à vos poches. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre gorge. Si ces gars sont coupables, il faut qu'ils payent. Tout est parti du passage de certains membres du gouvernement et gestionnaires des fonds publics devant le tribunal spécial criminel pour audition et surtout de la publication dans les réseaux sociaux de la synthèse d'un document de la Chambre des comptes du Cameroun dans lequel il ressort des incohérences sur la bonne utilisation de 180 milliards de francs CFA au total dans plus d'une vingtaine de départements ministériels. L'institution publique chargée des comptes au Cameroun a été saisie par les hautes autorités du pays suite à une demande de lumière adressée au Cameroun comme aussi à d'autres pays par le FMI, le Fonds monétaire international, sur la gestion des fonds alloués à la lutte contre la pandémie à coronavirus. Lorsque la maladie arrive, tout le monde s'est dit qu'on était dans l'urgence. L'urgence d'acheter les cache-nez, d'acheter les tests, d'acheter ci ou ça. Et beaucoup de gestionnaires ont perdu de vue que c'était de l'argent public. D'autres avaient pensé que comme on était donc dans cette urgence de la maladie, les choses allaient passer tellement vite qu'on n'allait pas se rendre compte de tout ce qu'ils ont fait d'anormal avec cet argent. Mais mal leur en prend aujourd'hui parce qu'ils se rendent bien compte que malgré la peur du Covid-19, il y en a quand même qui sont restés assez lucides. Lorsque le FMI vous donne ces 5 francs, je pense que par expérience, ils auraient dû s'attendre à ce qu'après ils rendent des comptes. Il n'y a pas qu'au Cameroun seul où il semble y avoir des problèmes avec ces fonds. De Nairobi au Kenya, à Lagos au Nigeria voisin, en passant par l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la RDC par exemple, sur facturation et fraude, contrats fictifs ou passés sans respect des règles en la matière, détournement, achat de matériel hospitalier défectueux. La liste est longue. Le même scandale a ébranlé le quotidien et les enquêtes diligentées dans ces différents pays aussi. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont la peau dure. La corruption a fait son lit tellement en Afrique que les gens sont capables de venir voler un cercueil dans un cimetière. On est capable d'aller braquer des gens dans un hôpital pour leur faire les poches
Et c'est un peu dans cette situation, malheureusement, qu'on se retrouve, que les gens se soient permis de s'amuser avec un argent qui devait sauver des vies. Je ne pense pas qu'il y a un autre degré de cynisme que celui-là. En temps normal, on devait être au regret puisque l'Afrique ne fait que reculer en arrière par ses mauvais comportements. Bien gérer ces fonds dans un pays comme le Cameroun aurait pu aider énormément et changer peut-être la donne, soutiennent de nombreuses personnes. Il était question que nous fabriquons la chloroquine, mais on se rend compte qu'il y a une business qui est entrée, on fabrique ça à l'extérieur et on vient emballer ici au Cameroun. L'argent a été très mal géré. Parce que quand on dit coronavirus, on doit les familles concernées, surtout quand vous avez un patient vraiment touché, on doit vous assister avec cet argent-là, c'est à ça que ça sert. Corona n'a pas que des inconvénients. Si cet argent avait été bien géré, vous voyez par exemple qu'il a fallu mettre en place des centres spécialisés de prise en charge avec un équipement qui était assez spécifique parce qu'il fallait non seulement des lits, cela allait augmenter le nombre de lits dans nos hôpitaux. Cela allait aussi avec des bonbonnes d'oxygène, avec des kits d'oxygène qui auraient pu permettre à ce que, à la fin de la pandémie, que beaucoup de nos hôpitaux soient pourvus, n'est-ce pas, de ces équipements-là. Maintenant, les médicaments, par exemple l'azithromycine et tout le reste qu'on utilisait, le protocole, si cela avait été fait tel que les bailleurs l'avaient souhaité et que l'argent avait été effectivement destiné à ce pourquoi il a été donné, je pense qu'on aurait plus gagné au moment où Corona allait finir. Et pour parler de ce futur, éviter que pareil scandale ne se reproduise et quel que soit le domaine sur le continent, de nombreux acteurs, notamment ceux de la société civile, insistent sur la nécessité d'impliquer les populations sur la gestion de la chose publique. Nécessité également de sanctionner les indélicatesses, surtout de veiller sur le choix des hommes appelés à gérer les affaires publiques. Défendre, enseigner, inspirer, la mission de Monica Kyrial a mené des bancs de l'Université de droit à la position d'avocate principale de la commission d'enquête sur la corruption du secteur public en Ouganda dans les années 2000. Aujourd'hui, depuis son poste de conseillère au centre norvégien UFOR, elle est une référence pour de nombreux étudiants de droit désireux de s'investir à leur tour dans la prévention de la corruption. Et cela au moment même où l'économie verte et le secteur des mines amènent de nouveaux dangers à l'Afrique. Écoutons-la. Monica Kyrial, vous avez fait un choix de carrière inhabituel en vous spécialisant dans la corruption. Comment en êtes-vous arrivé là? Je ne sais pas si c'était un choix très conscient. J'ai choisi de me spécialiser dans le développement parce que je m'intéresse beaucoup à la justice sociale et que j'y suis très attachée. J'étais et je suis toujours une avocate idéaliste qui souhaite que le monde soit meilleur. C'est donc mon intérêt pour la justice sociale qui guide mon travail de lutte contre la corruption et ma volonté de rendre le monde meilleur. Puis du développement, vous êtes passé à la lutte contre la corruption. Pourquoi ? Alors, lorsque j'étais une jeune avocate, j'ai été nommée membre de la commission d'enquête en Ouganda. Elle portait sur des allégations de corruption dans l'administration fiscale en Ouganda, l'Uganda Revenue Authority. Je n'avais qu'une vingtaine d'années à l'époque et cette expérience m'a profondément marquée. Peu de temps après, j'ai entamé un doctorat et j'ai rédigé ma thèse sur le rôle des commissions d'enquête dans la lutte contre la corruption en Ouganda. Je crois que le reste appartient à l'histoire. C'est ainsi que je me suis spécialisée dans la lutte contre la corruption. Et vous enseignez également en ligne à des étudiants en droit? Oui. Qu'espérez-vous apporter à cette jeune génération? Tout d'abord, leur apporter de l'espoir et de l'optimisme. Je pense que parfois, en travaillant dans ce domaine, on peut se sentir un peu désespéré parce qu'il semble que nous ne fassions pas beaucoup de progrès. Mais grâce à l'enseignement que nous dispensons au Centre de ressources anticorruption pour la jeunesse, nous insistons beaucoup sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Et nous essayons de montrer des exemples réussis d'initiatives anticorruption. En partageant ces exemples avec notre public, dont la plupart sont des praticiens du développement, nous espérons inspirer les gens en leur montrant que le changement est possible. Et le changement est un processus mené par les gens eux-mêmes. Donc si nous pouvons inspirer certaines personnes à, vous savez, conduire le changement, à faire des changements, chaque petit changement fait une différence.
Vous êtes donc une observatrice très attentive de cette jeune génération de juristes, de praticiens du droit. Pensez-vous que la nouvelle génération de jeunes Africains voudra vraiment faire la différence en matière de gouvernance? Tout à fait, je pense que nous avons de nombreux exemples sur le continent africain. Nous avons de nombreux journalistes sur les réseaux sociaux qui rendent publics les actes répréhensibles, qui montrent quand l'argent public est mal utilisé, qui prennent des photos ou partagent des vidéos. Vous savez, quand un hôpital qui aurait dû être construit ne l'a pas été, par exemple. Nous avons beaucoup d'ONG dirigées par des jeunes, comme Follow the Money, et beaucoup d'autres exemples d'activisme fort, de journalisme et de personnes qui sont vraiment engagées, comme le dit l'Union africaine, dans l'Afrique que nous voulons. Je pense que les jeunes Africains veulent vraiment un avenir dans lequel l'Afrique est un continent dont nous pouvons tous être fiers, un continent qui travaille pour ses habitants. Et je vois vraiment beaucoup d'espoir dans la jeune génération pour que cela se produise. Parmi les défis auxquels cette nouvelle génération sera confrontée, il y a la ruée vers cette nouvelle ère de l'exploitation minière en Afrique, cette nouvelle ruée vers les matières premières, celles qui sont nécessaires à l'économie verte. Oui. Les défis sont nombreux dans ce domaine. Vous êtes spécialisé dans le secteur public. Que faut-il faire pour éviter les problèmes de gouvernance et les cas de corruption? Je pense que l'une des choses les plus importantes en matière d'exploitation minière est que nous, Africains, avons besoin de capacités, non seulement en termes de technologie d'exploitation minière, mais aussi en termes de technicité juridique de certains de ces contrats que nous concluons avec des économies beaucoup plus développées. Nous devons avoir des fonctionnaires qui s'engagent réellement à faire de leur mieux pour leurs citoyens afin de s'assurer que l'Afrique tire le meilleur parti de ces contrats. Et bien sûr, en plus de cela, nous avons besoin d'une supervision forte pour réduire la corruption autour de l'exploitation minière. Nous devons faire tout ce qui est possible pour améliorer la transparence et la responsabilité dans ce secteur. Comme je l'ai dit précédemment, ce n'est pas facile parce que les mécanismes de responsabilité sont faibles, parce que tant de gens au pouvoir sont, vous savez, plus préoccupés par l'accumulation de richesses que par les citoyens et le bien public. Mais comme je l'ai déjà dit, je pense qu'il existe des poches de résistance et des gens qui veulent faire ce qu'il faut. Je pense qu'il s'agit de les trouver, de tirer parti de leur rapport et de s'assurer que nous essayons de voir ce qui fonctionne bien. Et à ce moment-là, nous le renforçons et le développons pour l'avenir. Enfin, dernière question, par curiosité, envisageriez-vous de retourner en Afrique pour participer à ce changement? J'y pense tout le temps et je suis une Africaine qui a vraiment le mal du pays. Et je peux vous dire que j'aimerais beaucoup participer au changement en Afrique. Je suis toujours ougandaise, j'ai toujours un passeport ougandais. Je n'ai qu'un permis de travail en Norvège. Alors oui, j'ai envie de rentrer pour apporter ma contribution dès que je le pourrai. Et voilà, Initiative Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'interview de Monica Keria ainsi que nos émissions sur notre site africaonair.com. Et bien sûr, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker, partager, commenter avec le hashtag Initiative Africa. Et n'oubliez pas, la semaine prochaine, même chaîne, même heure, je vous donne rendez-vous avec Business Africa. Bonne semaine à tous.